Je vais vous parler d'une exposition importante pour nous qui s'appelle «Vivre et construire avec le climat», qui a une histoire, assez longue en fait, parce que c'est une exposition qui a été créée en 1981, donc il y a déjà très longtemps, par les différents CAUE de l'ex-Languedoc-Roussillon et donc qui avait fait l'objet d'un certain nombre de panneaux et qui a été, réactualisé dans les années, 2015. Et en fait, le message restait pratiquement le même, même s'il était actualisé et d'un point de vue esthétique notamment. Mais finalement, les idées les plus générales, vous allez le voir, elles se retrouvent, dès les années 80. On sait très bien et on sait très bien, bien avant, comment construire intelligemment avec le climat, comment s'en servir, comment, se protéger et cetera. Donc vivre et construire avec le climat, l'exposition, la voilà. Donc elle comprend, une vingtaine de panneaux et vivre et construire avec le climat, en fait, c'est quelque chose que l'on a toujours su faire et que finalement on a oublié très récemment. Quand on voit ici un mas dans la campagne, la manière dont on construisait traditionnellement, c'était une manière qui tenait compte du climat dans lequel on était, qui savait s'en protéger et qui savait, l'utiliser de manière intelligente. Et c'était le cas aussi quand on construisait, pour plusieurs habitants, comme on voit ici, un hameau dans les Cévennes. Et finalement, le changement arrive avec notamment le changement de matériaux et l'industrialisation de la construction, notamment au XIXe siècle avec l'apparition du fer, avec l'apparition du béton armé et puis avec l'apparition du verre, les trois matériaux finalement qui vont révolutionner l'architecture au XXe siècle. Et on voit que les architectes au XXe siècle vont penser que ces matériaux leur permettent finalement de ne plus tenir compte du climat. Et on voit ici un exemple assez illustrant qui est le siège de l'armée du salut à Paris, qui a été réalisé par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret en 1933. Donc, ils avaient fait toute une façade en verre qui ne comprenait aucune ouverture, aucune fenêtre, parce qu'ils pensaient qu'on pouvait tout à fait arriver à vivre sans ça. Puis finalement, ils ont bien été contraints après-guerre d'ouvrir des fenêtres et de modifier radicalement la façade parce que c'était une vraie serre et c'était invivable à l'intérieur. Donc, il fallait absolument tenir compte de ça. Et on a commencé à oublier aussi parce qu'on a commencé à produire de l'architecture en série. On imagine que l'architecture en série, elle commence dans les années 1960, même plus tard, dans les années 80, mais pas du tout. En fait, ça démarre dès les années 1920. On voit ici des modèles que l'on achète, et c'est ce qui fait que cette architecture un peu pittoresque va commencer à se diffuser dans toute la France. Évidemment que si on dessine la même architecture depuis Paris, partout dans la France, elle ne tient plus compte du climat dans lequel elle s'insère. Mais la grosse modification dans l'aménagement de la France, elle arrivera après-guerre, parce qu'évidemment, la Seconde Guerre mondiale va produire énormément de désolation, énormément de destruction. Et donc, après-guerre, on sera amené à reconstruire une partie de la France. Et on va prendre deux partis qui sont très différents. Un premier parti qui est une espèce d'essai de reconstruction à l'identique, comme ici à Saint-Malo, bien que la réalité ne soit pas tout à fait celle-ci, parce que en fait, Saint-Malo a été reconstruit avec des matériaux modernes, les rues ont été élargies, etc. Mais ça crée cette illusion que Saint-Malo a toujours été comme ça, alors que Saint-Malo n'existait plus après la Seconde Guerre mondiale, avait été pratiquement complètement rasée. Et une deuxième approche a été celle des architectes et des urbanistes modernes, à travers notamment un livre qui a été rédigé par Le Corbusier, qui s'appelle La Charte d'Athènes, mais qui est issu des réflexions des congrès internationaux d'architecture moderne, donc les SIAM, dont il faisait partie. Et en fait, ces préconisations, elles vont produire les grands ensembles, c'est-à-dire le fait notamment qu'on détache complètement l'endroit où l'on habite, l'endroit où l'on travaille, l'endroit où l'on fait du sport. On fait ce qu'on appelle du zonage, ce qu'on appelle aujourd'hui du zoning, mais c'est exactement le même mot. Et donc, ça va permettre de construire très rapidement, ça c'est sûr, donc d'arriver à loger très rapidement des gens qui n'avaient plus aucun logement, de leur permettre d'accéder au confort, mais par contre, la qualité de vie qui va se trouver dans ces lieux, on a à redire, bien entendu. Un autre élément qui va aussi modifier la physionomie de l'habitat en France, c'est l'évolution de la mobilité. Alors là, c'est une photo évidemment des premiers congés payés 1936, où le vélo est roi. Mais finalement, après-guerre, le vélo est équipé d'un moteur avec les vélos Solex.
Et c'est ce qui va faire en partie disparaître pendant un long moment les vélos sur les routes. Et puis, bien sûr, la production industrielle de la voiture, qui a commencé dès les années 1920, notamment avec Citroën, mais qui est à son apogée après la Seconde Guerre mondiale. Et qui dit voiture, dit création d'infrastructures, les premières autoroutes. Et quand on peut se déplacer plus facilement, qu'est-ce qu'on crée en corollaire? On crée les premiers supermarchés, les premiers hypermarchés. Évidemment, ça aussi, ça va avoir une influence très forte sur la manière dont on aménage le territoire. Donc finalement, c'est l'automobile qui va dessiner le territoire. Autre point important, un ministre qui s'appelle Pierre Courant, qui va être ministre du MRU pendant très peu de temps, mais qui aura une influence assez forte, il va créer ce qu'on appelle le plan Courant. Alors Courant, non pas parce que c'est un plan qu'on retrouve partout, mais du nom en fait de Pierre Courant. Et donc, il va faire un peu la promotion de plans types de maisons que l'on peut donner aux personnes qui souhaitent se construire une maison. Et c'est ce qui va produire finalement une architecture. Notamment, c'est cette architecture à 4 pentes qu'on va retrouver un petit peu partout en France. Donc, c'était des dessins qui étaient d'assez grande qualité, mais qui finalement appauvrissaient, en tout cas d'un point de vue architectural, l'esthétique de la France. Donc, petit à petit, les gens arrivent à accéder à l'automobile puisqu'elle est de moins en moins chère, mais arrivent aussi les premiers chocs pétroliers qui font prendre conscience à chacun que c'est une ressource qui n'est pas infinie, que c'est une ressource qui est dans d'autres pays et que ça peut du jour au lendemain devenir très cher. Et finalement, donc ces difficultés liées à notre dépendance complète au pétrole vont évidemment avoir au départ des conséquences assez difficiles pour tous ceux qui sont dépendants de l'automobile, va permettre à certains finalement de retrouver une certaine liberté, mais ça reste quand même illusoire. Et puis, par contre, va permettre de réfléchir, et c'est là que vont apparaître les premières voitures qui consomment quand même beaucoup moins que les précédentes. Jusque-là, on avait des voitures qui consommaient jusqu'à 30 litres au 100, et ça choquait personne parce que l'essence ne valait rien. Et donc, on va produire, par exemple, la Renault 5 qui va consommer à peu près 7-8 litres au 100. Et puis, c'est à cette époque-là aussi qu'on va commencer à réfléchir aux économies d'énergie dans l'habitat, notamment avec la création de l'heure d'hiver et de l'heure d'été, qui est une création française qui ensuite va être diffusée dans l'ensemble de l'Europe et qui est remise en cause aujourd'hui, notamment avec les éclairages type LED qui finalement sont tellement économes, entre guillemets, que l'heure d'été, l'heure d'hiver, qui quand même perturbent le cycle de l'humain, ne sont plus aussi intéressants qu'au départ. Et puis donc, la crise pétrolière, le choc pétrolier, va inciter aussi à avoir les premières réglementations thermiques, ce qu'on appelle les RT. Donc, la première réglementation thermique, c'est la RT 1974, qui va imposer un minimum et un maximum, surtout, de consommation pour chaque construction. Donc, vous voyez sur ce document que jusqu'à la réglementation thermique, les maisons consommaient plus ou moins 450 kWh par mètre carré par an. Alors évidemment que ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais vous pouvez imaginer, si on peut faire une comparaison un peu parlante, que c'est comme une voiture qui consommerait 45 litres au 100. Donc c'est énorme. Évidemment qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que ça n'existe plus, mais enfin ça devient extrêmement rare. Et la plupart des voitures évidemment, consomment beaucoup moins que ça. Donc, vous voyez, avec la succession des réglementations thermiques, on arrive finalement à la réglementation thermique 2012 qui va être remplacée par la réglementation, la RE 2020, qui arrivera en 2021. Et donc, la RT 2012, elle demandait qu'une maison consomme 50 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire une voiture qui consomme 5 litres au 100, c'est-à-dire une bonne voiture d'aujourd'hui. Évidemment, la difficulté, c'est que comme on n'a pas de compteur dans les maisons, dans les constructions pour le vérifier. Donc, ça reste théorique puisque, en fait, c'est un calcul qui est fait au moment de la construction. Et si vous mettez plus ou moins de chauffage, vous consommez plus ou moins. Mais ça permet quand même de mieux construire. Autre point important, évidemment, c'est que donc cette énergie bon marché, elle n'existe plus et en plus, elle se fait de plus en plus rare. Et puis, l'autre point essentiel, c'est le fait qu'en utilisant du pétrole et du charbon,
on produit énormément de CO2 et on participe au réchauffement climatique que l'on subit de plus en plus aujourd'hui, qui est une vraie réalité dont on a fait énormément les frais en 2003, mais que l'on continue à subir puisque l'été 2019 était le troisième le plus chaud de France et l'été 2020 n'a pas dérogé non plus. Et on voit en plus que dans l'Hérault, on est particulièrement concerné par les problèmes de surchauffe climatique. On en arrive à des aberrations, hein, comme ce que l'on a vu il n'y a pas si longtemps, avec la livraison de neige par hélicoptère, ce qui est carrément complètement aberrant. Heureusement, on ne le verra pas cette année, peut-être parce qu'il neige beaucoup, mais aussi parce que les stations sont malheureusement fermées pour ceux qui le pratiquent. Et puis, évidemment, le réchauffement climatique, c'est aussi des bouleversements dans la végétation, comme on le voit sur ces cartes, et puis le fait qu'arrivent des nouveaux risques sanitaires qu'on ne connaissait pas, avec évidemment les moustiques qui développent la dengue et le chikungunya, etc. Et le moustique tigre, il a commencé évidemment le long des départements les plus chauds de France, mais il se déplace extrêmement rapidement, notamment grâce à nos moyens de déplacement très rapides comme la voiture, le train, etc. Et donc, il est présent dans beaucoup, beaucoup de départements aujourd'hui. Ça pose évidemment la question de la raréfaction de l'eau, parce que non seulement on a des modes de vie, des modes agricoles qui consomment énormément d'eau, mais en plus, avec le réchauffement climatique, l'eau va devenir de plus en plus rare. Dans le département de l'Hérault, c'est une question extrêmement importante. On voit ici, au 12 août 2020, on avait vraiment des problèmes hydriques dans plusieurs communautés de communes, et c'est un sujet sur lequel le département, évidemment, travaille de manière quotidienne parce que c'est un sujet qui va être de plus en plus compliqué à l'avenir. Alors l'eau, ça peut être aussi, avec le réchauffement climatique, le fait que quand on n'a pas vraiment choisi le bon endroit pour implanter une construction, eh bien, on se retrouve avec des problèmes que l'on a eus, qui reviennent régulièrement, puisqu'ici, c'est extrêmement récent. Quand on se souvient qu'à une certaine époque, pourquoi les moines, on est toujours impressionné par la qualité des abbayes, leur insertion dans le paysage, eh bien, les moines passaient à peu près 6 mois sur un terrain avant de choisir le lieu exact sur lequel ils allaient implanter une abbaye. Aujourd'hui, évidemment, ce luxe de passer 6 mois à chercher le bon terrain n'existe plus et on se retrouve avec des difficultés comme on l'a vu. Autre point extrêmement important qui est lié aussi au climat et en tout cas à notre avenir, c'est la question de la consommation des terres agricoles. Parce que le modèle de la maison individuelle a provoqué une frénésie de consommation de terres agricoles. Et quand on sait ce que nous a rappelé la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui, que l'autonomie alimentaire de la France, c'est 3 jours, c'est-à-dire que s'il n'y a plus aucun déplacement, aucune importation, en 3 jours, on a consommé ce que l'on a de disponible. Évidemment, les grandes villes, une ville comme Montpellier, l'autonomie alimentaire, c'est 2 ou 3 jours. Donc, on se rend bien compte que c'est quand même un sujet qu'on ne touchait pas jusque-là, mais qui est un sujet extrêmement important. Et si on prend l'exemple ici d'une commune qui ne se trouve pas dans l'Hérault, mais qui se trouve pas très loin, on voit l'exemple avec la pastille verte d'un tissu médiéval qui a su loger tous ses habitants pendant des siècles sur un territoire relativement restreint et qui a su préserver les meilleures terres qui se trouvaient tout autour pour nourrir les habitants. Et puis, dans les années 1980, on a multiplié par 15 cette surface pour loger à peu près le même nombre d'habitants. Et aujourd'hui, on en est à x36 donc voilà, on loge de moins en moins d'habitants dans de plus en plus de surface. Et comme la France est grande, on a l'impression que ça ne pose pas de problème. Un autre petit exemple illustrant, c'est un autre village où l'on voit qu'en jaune, toute la zone d'urbanisation qui était ouverte sur le plan d'occupation des sols, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et en gros, ce village avait à peu près 200 ans d'avance d'ouverture à l'urbanisation, alors qu'il aurait pu, simplement par les petites maisons rouges que l'on a dessinées, arriver à loger dans les 30 ans à venir toutes les personnes qui le désiraient.
Et le problème d'avoir ouvert l'ensemble à l'urbanisation, c'est que chacun est venu s'implanter dans les terrains qu'il a achetés, choisis, etc. Donc, ça participe au problème de mitage du paysage, c'est-à-dire le fait d'avoir des implantations de maisons un peu partout. Et on sait bien que la vie dans une maison n'est pas toujours compatible avec l'agriculture qui se trouve autour. Évidemment que ce modèle-là, il participe au fait que les gens se déplacent essentiellement en automobile, ça crée des bouchons, ça crée de la pollution, et ça crée une telle dépendance à l'automobile et notamment au pétrole que dès qu'on a une petite augmentation de ces produits pétroliers, évidemment qu'on a des drames humains et on se retrouve avec des problèmes et des gens dans la rue, comme on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Et on le voit, les titres sont très clairs. La difficulté des Gilets jaunes, c'est la conséquence de 50 ans de politique d'urbanisme, c'est-à-dire une politique qui a privilégié essentiellement la maison individuelle et la maison individuelle dans des lieux qui n'ont pas de transport en commun. D'autres modèles existaient, ce ne sont pas les plus répandus malheureusement, mais on voit ici par exemple John Hudson qui avait fait ces modèles-là. Alors John Hudson, c'est quelqu'un qui est connu pour ça, ce qui n'a absolument rien à voir. C'est en Australie, donc il s'est exporté. Et finalement, en fait, son échelle de prédilection, c'est l'échelle de la maison. Donc, c'est un architecte danois. Et en fait, il s'inspire d'un modèle de la ferme au Danemark. Et en fait, ce modèle-là est très simple et très efficace. C'est-à-dire qu'en fait, on a un modèle en L, de construction en L, avec une cour fermée, comme un patio en fait, ce qui permet non seulement d'avoir une possibilité d'extension de la maison en fonction de la progression de la famille, si on a plus ou moins d'enfants, mais en plus d'avoir un espace extérieur fermé qui est protégé des vents et qui permet de ne pas avoir de promiscuité et de vue des voisins. Et ça fonctionne relativement bien. Et en plus, c'était très facile à construire, très peu cher parce qu'il n'y avait pas d'étage, donc on pouvait le construire sans avoir d'obligation de passer par une grue, etc. Et l'implantation telle qu'il l'avait imaginée permettait en fait, de construire en pleine campagne et d'avoir très très peu de circulation automobile pour pouvoir distribuer les maisons. Donc on voit ici un exemple et on voit donc l'exemple en partie basse de John Hudson est l'exemple de ce qui se fait les trois quarts du temps aujourd'hui quand on fait des lotissements de maisons individuelles. Donc vous voyez, en haut, en fait, la majorité de la surface est prise par les circulations, donc par l'artificialisation du goudron qui est extrêmement chaud, etc., qui fait qu'on ne peut pas se déplacer agréablement à pied parce que c'est la voiture qui prime. Et évidemment, on vient dans ces lotissements pour vivre à la campagne et finalement, ce n'est pas la campagne que l'on a comme cadre autour de soi, alors qu'en dessous, vous voyez bien que cet exemple-là, on est en pleine campagne. Et on voit ici la ville qui a rejoint un des projets de John Hudson, et malgré cela, ces projets-là sont restés des projets de campagne à la ville. Alors, évidemment, c'est un peu malheureux d'en parler, mais il ne faut pas l'oublier, le problème de consommer de la terre agricole et de consommer de la terre sauvage, c'est que petit à petit, évidemment, la terre sauvage et le monde sauvage se rappellent à nous et on le vit malheureusement de manière assez dramatique aujourd'hui. Alors, le principe de la construction elle-même, donc de la construction bioclimatique, celle qui permet de vivre et construire avec le climat, il repose sur trois principes très simples: se protéger, profiter et conserver. Donc, c'est ce qui est développé dans cette exposition et dont je vais vous parler. Un complément de ce point-là, qui est très important aussi, c'est la question de la consommation d'énergie. Et là, on s'appuie sur un scénario qui s'appelle le scénario Négawatt, qui est très simple. C'est de commencer par être sobre, c'est-à-dire ne pas consommer inutilement, éteindre la lumière quand on n'est pas dans une pièce, c'est aussi simple que ça. Le deuxième point d'effort, c'est l'efficacité, c'est-à-dire utiliser plutôt une ampoule à LED qui est 30 fois à 100 fois plus efficace qu'une ampoule à filament, ou utiliser un réfrigérateur classe A plutôt que classe E. Et le troisième point, qui arrive bien quand on a fait les deux premiers efforts, ce sont les énergies renouvelables,
qui permettent donc, quand on en est arrivé là, d'arriver à avoir les énergies dont on a besoin pour arriver à vivre. Mais si on ne fait pas les deux efforts précédents, les énergies renouvelables n'arrivent pas à compenser notre demande d'énergie. Les stratégies dont je vais vous parler, en fait, elles sont opposées entre l'hiver et l'été, bien entendu, puisque l'hiver, c'est ce qu'on voit en partie haute, c'est une stratégie pour capter la chaleur du soleil, donc on le fait rentrer à l'intérieur du volume, on le stocke, on le restitue entièrement, et évidemment, on essaie de conserver cette chaleur que l'on a captée gratuitement à l'intérieur du volume. La stratégie d'été, c'est exactement l'inverse, hein, c'est une stratégie du froid, c'est-à-dire qu'on se protège de la surchauffe d'été avec des éléments architecturaux que je vais décrire. On essaie, avec les matériaux que l'on choisit, de renvoyer la chaleur avant qu'elle ne rentre à l'intérieur du volume. On essaie aussi de minimiser cette chaleur et on essaie de rafraîchir de manière naturelle grâce au climat. Travailler, réfléchir et construire avec le climat, c'est évidemment déjà le connaître et se dire que le climat n'est pas le même entre Montpellier, Lyon, Lille, évidemment, pour ne pas dire Stockholm et Barcelone, mais plus on va avoir une connaissance précise du climat dans lequel on va s'insérer, et plus on sera pertinent, évidemment, dans la manière dont on construit. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi savoir lire les reliefs, savoir quel est le versant le plus ensoleillé, quel est le versant le plus au vent, etc. Des choses qui existaient, encore une fois, il y a un siècle et avant. Quand on construisait traditionnellement en se protégeant du vent, en étant bien orienté, etc. Enfin, ce que vous pouvez retrouver dans les constructions anciennes. Donc, le premier point, profiter des aspects positifs du climat, c'est tout simplement le fait que le soleil nous donne chaque année 10 000 fois l'énergie dont on a besoin. Et finalement, on creuse à des kilomètres sous terre pour aller chercher du pétrole, pour aller chercher du charbon qui dégage du CO2, qui réchauffe l'atmosphère, et avec les conséquences que l'on vit aujourd'hui. Donc, si on prend l'exemple de cette petite maison, donc on la chauffe avec 2000 litres de fuel, ou on la chauffe tout simplement en captant l'énergie solaire qui se trouve sur la toiture. Donc l'énergie solaire, le premier point, c'est de l'utiliser comme une manière de réchauffer naturellement et directement la maison. C'est ce qu'on appelle du passif. Donc on voit ici un exemple d'une maison qui a des persiennes que vous voyez devant, elle est orientée plein sud. Donc les persiennes qui permettent de protéger, je vous en reparlerai, mais quand on les enlève, le soleil rentre et réchauffe la maison, et en plus, l'hiver, comme il est relativement bas, il rentre très profondément dans la maison. Cette maison-là, elle a eu, la première année de sa construction, au mois de novembre, elle a eu pendant 3 jours une panne de chauffage, et les propriétaires ne s'en étaient pas aperçus, tout simplement parce que, comme elle se réchauffait naturellement dans la journée, évidemment, elle n'avait pas du tout besoin de chauffage. Qui dit utiliser le soleil, dit faire attention dans les constructions à ne pas impacter les capacités d'ensoleillement des maisons qui se trouvent au nord de votre propre maison. Donc, ça veut dire aussi une autre manière de concevoir les plans d'aménagement. Ça veut dire aussi réfléchir aux aménagements intérieurs des habitations, parce qu'on va mettre plutôt au nord les pièces dans lesquelles on se trouve rarement, en fait, qu'on va appeler des espaces tampons, donc tout ce qui est rangement, salle de bain, etc., stockage, et on va placer au sud les lieux de vie, comme on le voit sur ce projet, où on a finalement les chambres qui se trouvent en plein sud, et on a en plus cette composition de la maison qui fait que le jardin se trouve ici protégé du vent dominant qui est le vent d'est, et on se retrouve avec un espace extérieur qui est relativement agréable. Donc la forme que prend la maison, elle procure aussi de la qualité des espaces extérieurs. Évidemment, ça dépend de chaque lieu dans lequel on s'implante, puisque le vent désagréable peut être au nord, peut être au sud, peut être à l'est, etc. Donc, selon l'endroit où l'on s'implante, la forme du volume du bâti sera différente. Autre manière de capter les apports solaires, c'est évidemment la serre qu'on utilise énormément en agriculture. On voit ici un exemple qui est devenu
un peu une icône dans les années 1990, qui a été fait par les architectes Lacaton et Vassal, avec très très peu de moyens, très économiques, et qui fonctionne très bien, et qui est aujourd'hui un peu un élément que vont voir les étudiants en architecture, etc., parce que c'était une manière finalement de répondre avec des matériaux très simples qu'on utilisait au quotidien. Un procédé un peu plus complexe qui a été inventé par un ingénieur qui s'appelle Trombe, Félix Trombe, c'est le principe d'avoir un effet de serre en fait devant un mur plein. C'est-à-dire que vous avez une paroi, ce qu'on voit en partie haute, vous avez une paroi vitrée qui se trouve à quelques dizaines de centimètres devant un mur plein, si possible un peu lourd, en briques ou quelque chose comme ça, ou en pierre. Et en fait, dans la journée, le vitrage va créer un effet de serre, va réchauffer ce mur plein très lourd, et la nuit, vous fermez le vitrage pour que la chaleur ne s'évacue pas par le vitrage, et en fait, ce mur qui a emmagasiné la chaleur va la diffuser pendant la nuit à l'intérieur du bâtiment. Donc on voit ici des exemples, ça fonctionne relativement bien dans les bâtis anciens notamment. Donc là, on a vu la forme passive de réchauffement gratuit et naturel du logement. Mais on a aussi des formes qu'on appelle actives, c'est-à-dire qui passent un peu par la technique. Le premier point, c'est ce qu'on appelle le puits canadien et qu'on appelle l'été le puits provençal. Le principe, c'est que sous terre, à peu près 2 mètres sous terre, on a une température qui est à peu près constante toute l'année. On peut en profiter l'été pour rafraîchir l'air qui va entrer dans la maison et qui va renouveler l'air intérieur. Et l'hiver, on peut préchauffer cet air qui vient renouveler l'air intérieur. Alors, est-ce que tout ça, ça marche ou ça ne marche pas? Évidemment qu'il y a eu une époque où ça faisait beaucoup rigoler, ça faisait beaucoup rire parce que c'était des techniques qui étaient nouvelles et qui avaient du mal à fonctionner. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et un point important de la production, de la récupération de chaleur gratuite, c'est évidemment les capteurs solaires. Alors, les capteurs solaires, on en voit sur la toiture de cette maison ici, qui ont été parfaitement dessinés. En fait, il y a 2 types de capteurs solaires. Il y a ce qu'on appelle les capteurs solaires photovoltaïques qui produisent de l'électricité et qu'on peut utiliser intelligemment, comme ici sur le projet de Ténésol de Jacques Ferrier, qui s'en sert aussi de brise-soleil. Et puis, on peut s'en servir aussi pour chauffer l'eau gratuitement pour tout ce qui est sanitaire, bain, douche, etc. Mais évidemment, ces capteurs solaires, ils ont un impact visuel sur l'architecture. Donc, ils ne se mettent pas n'importe comment, comme on le voit malheureusement trop souvent, où ils sont un peu jetés sur les toits et ça participe à dégrader la qualité du paysage architectural de la France. Donc, il y a notamment les CAUE du Languedoc-Roussillon avaient créé un petit document avec les architectes des bâtiments de France pour montrer quelle était la manière d'implanter ces capteurs solaires de manière harmonieuse dans les constructions. Autre point important, évidemment, c'est la question de l'eau. Donc, savoir préserver l'eau et savoir la stocker pour pouvoir l'utiliser pour le jardin, etc. C'est vrai que les gens qui viennent en France, notamment qui viennent de pays d'Afrique qui ont vraiment une eau très rare et qui voient qu'on arrose notre jardin avec de l'eau potable, ne comprennent pas et pensent qu'on est complètement fou. Et récupérer l'eau pour pouvoir arroser notamment, c'est quand même quelque chose qui existe dans les jardins, etc., mais qui va devenir obligatoire à partir de 2023 pour toute construction nouvelle. Et c'est quand même plutôt une solution assez sage. Le deuxième point important pour vivre et construire avec le climat, c'est le principe de conserver. Alors, pour conserver, on voit ici les déperditions d'une maison individuelle. Donc, le plus gros de la déperdition, c'est la toiture, les murs ensuite, le vitrage et le sol. Et finalement, souvent, ce que l'on change en premier, ce sont les vitrages, parce que ça se voit, et alors que l'argent devrait être mis en premier lieu sur la toiture. Autre point important, on va en reparler, c'est les problèmes de pont thermique.
Et donc, vous voyez que dans l'ordre, le point le plus important, c'est la toiture, et on verra que ça a un impact aussi sur la chaleur, donc c'est intéressant. Les murs, le sol, les vitrages, mais le premier point qui permet de faire des économies, c'est d'avoir un habitat qui soit relativement compact. Si on prend en haut à gauche ce qu'on va appeler l'habitat de référence, c'est-à-dire une construction relativement compacte avec un étage, à partir du moment où avec la même surface, on fait un plein pied, on consomme 9% de plus. À partir du moment où on fait une construction qui est de plus en plus compliquée, comme on le voit en bas à droite, on est à 14% de plus. Et par contre, quand on construit en mitoyenneté, comme on a su le faire, eh bien, là, on fait de véritables économies parce que finalement, on partage la chaleur. Et on voit que la mitoyenneté, avec 2 murs mitoyens, on est à moins 40% de consommation. Et chaque côté, on est à moins 15%. Donc, dans les villages anciens, évidemment, c'est ce qu'on faisait. On venait se blottir les uns contre les autres. Et dans la maison individuelle, on savait quand même faire des volumes simples, R+1, et donc on était dans le volume de référence dont j'ai parlé. Les maisons courantes faisaient partie de ces volumes de référence, une architecture relativement simple et qui était finalement relativement économe. Évidemment que les constructions, notamment sur catalogue, aujourd'hui sont de plus en plus compliquées. On essaie de raconter sa vie dans la construction et on fait des constructions qui sont de moins en moins économes parce qu'il y a beaucoup de surface finalement de façade et donc de beaucoup d'échanges thermiques. Alors, je ne parle pas des sujets comme ici. Évidemment, là, on est face à un musée, mais c'est une architecture, certes, qui a son intérêt, qui est impressionnante, mais qui, d'un point de vue thermique, évidemment, est une aberration. Autre point important, c'est la manière dont on va construire. Alors, vous avez la manière dont on a construit en France pendant de nombreuses années, au milieu, ce qu'on appelle l'isolation par l'intérieur. Et vous voyez que ce gros défaut de l'isolation par l'intérieur, c'est que l'isolant est coupé au moment où il arrive sur le plancher et il redémarre au niveau du plafond en dessous. Donc, vous avez un endroit, ce qu'on appelle un pont thermique, où la chaleur va pouvoir fuir à travers le plancher et à travers le mur de la façade. Et la bonne manière de construire, c'est comme quand on met un pull sur soi, ce serait finalement d'isoler par l'extérieur, ce qui évite justement d'avoir ces ponts thermiques. Alors en France, on a privilégié pendant des années l'isolation par l'intérieur, tout simplement parce qu'on se chauffait à l'électrique. Et le chauffage électrique fonctionne bien avec un isolant devant lui et fonctionne difficilement avec un mur devant lui, parce qu'il faut qu'il chauffe le mur avant de pouvoir atteindre l'isolant. Et comme on a privilégié l'électricité tout simplement parce qu'on a une énergie nucléaire qu'on ne sait pas éteindre la nuit, et bien pour consommer l'électricité, c'était beaucoup plus simple de se chauffer avec des radiateurs électriques, bien qu'ils soient très peu performants. Un point important quand même dans cette question d'isolation, c'est aussi une étude qui a été faite par les CAUE d'Occitanie sur le bâti 20e et qui montre avec donc des constructions, l'idée était de prendre des constructions qui soient les mêmes et que l'on puisse, par exemple, une maison individuelle des années 1945-75, comme cet exemple-là, je vous épargne la lecture, mais je vous en donne les conclusions, voir cette maison-là à Toulouse, à Alès, en montagne, etc., en fonction des types d'isolation que l'on utilise, comment elle réagit par rapport au réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette maison, à partir du moment où on l'isole par l'intérieur, on lui double le nombre de jours d'inconfort d'été du jour au lendemain. Donc finalement, cette isolation par l'intérieur que l'on continue à promouvoir partout en France, alors que dans les pays chauds, elle est absolument contre-indiquée, et on voit qu'elle est vraiment un problème chez nous parce que l'isolation par l'intérieur, elle crée un inconfort d'été extrêmement important. Bien sûr, elle crée du confort d'hiver, mais le sujet qui va devenir principal et qui est déjà très important aujourd'hui, c'est le confort d'été. Pourquoi elle provoque de l'inconfort d'été? Tout simplement parce que la fraîcheur que vous emmagasinez la nuit dans les murs ne peut plus aller dans le mur puisque vous avez l'isolant qui bloque cette fraîcheur qui ne peut plus aller dans le mur et ne peut plus être restituée dans la journée. Autre point important d'économie, c'est l'étanchéité à l'air des constructions.
Alors ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, dont on ne se souciait pas du tout. Et c'est exactement comme quand on met un pull avec des mailles très larges, évidemment, qu'on a froid. Et là, le principe est pratiquement le même. Donc aujourd'hui, on fait attention à ça. C'est une obligation légale depuis la réglementation thermique 2005, mais ça n'était absolument pas contrôlé. Donc, c'était resté complètement inefficace. Et ça n'est obligatoire que depuis 2012. Et on voit ici deux maisons identiques, celle de gauche qui a une très bonne étanchéité à l'air et celle de droite qui en a une très mauvaise. Évidemment, on voit que sur celle de droite, la neige a fondu. Pourquoi la neige a fondu? Parce que la chaleur s'échappe de cette maison et fait fondre la neige. Alors aujourd'hui, on a une manière finalement relativement simple qui existe en Allemagne, en Autriche, enfin dans les pays où on construit beaucoup mieux que nous depuis longtemps. On a ces principes-là qui permettent de tester la qualité de l'étanchéité à l'air des bâtiments. Finalement, en 10 minutes, un quart d'heure, en fait, à la place d'une porte, on met une porte soufflante avec un gros ventilateur, avec un ordinateur qui va calculer la dépression dans la maison. Donc, vous voyez en bas à droite, en rouge, la porte soufflante. Et ça va nous permettre de voir où se trouvent les différentes infiltrations. Et après, avec des petits fumigènes, on va chercher où se trouvent les infiltrations. Là, vous voyez dans les exemples que c'est assez incroyable. Évidemment, les problèmes se trouvent essentiellement au niveau des menuiseries et au niveau des joints entre les menuiseries et la maçonnerie. Autre point qui permet de faire des économies d'énergie, même si vous l'avez compris, ce n'est pas l'essentiel, mais ça reste important, ce sont les fenêtres et notamment les vitrages. Donc, des gros progrès ont été réalisés, notamment en inventant le double vitrage et des progrès encore plus importants en remplaçant l'air qui se trouve entre les deux vitres par du gaz inerte, le gaz argon, et en traitant un des vitrages avec une couche peu émissive, donc ce qu'on appelle des vitrages à faible émissivité. Et ça, c'est relativement efficace aujourd'hui. Évidemment que l'autre avantage du double vitrage, c'est que c'est aussi un très bon isolant acoustique. Donc, on comprend aussi que selon l'endroit où l'on se trouve, on souhaite remplacer ces châssis par des châssis à double vitrage. Alors, ce qui n'est pas encore abordé dans les réglementations, individuelles en tout cas, c'est la qualité de l'air intérieur. Et pourtant, c'est un très gros sujet. Et la plupart du temps, enfin de plus en plus souvent, la qualité de l'air intérieur est moins bonne que la qualité de l'air extérieur. Pourquoi? Donc, il y a beaucoup de raisons. C'est vrai que quand on est en présence de fumeurs qui fument à l'intérieur, c'est le premier élément. Mais on a aussi beaucoup d'éléments qui viennent par la nocivité des ameublements que l'on utilise, des moquettes, des produits ménagers, des meubles qui comportent des composés organiques volatiles, etc. Donc, les bougies parfumées, dont on pourrait penser que c'est bien pour la respiration. Et la première manière relativement simple, finalement, de lutter contre un air intérieur vicié, c'est finalement d'utiliser la fenêtre. Ça paraît idiot. On a vu avec Le Corbusier qu'il avait essayé de la supprimer. Mais finalement, la fenêtre, ça marche relativement bien. Pour un peu que l'on pense évidemment à l'ouvrir tous les jours, y compris l'hiver. Comme ce n'était pas toujours le cas, on a inventé ce qu'on appelle les ventilations mécaniques contrôlées, les VMC, c'est-à-dire que vous avez des entrées d'air, on le voit en bleu, et un moteur qui va récupérer l'air vicié dans les lieux dans lesquels on produit le plus d'humidité et qui va laisser l'air vicié s'échapper et en aspirant, il aspire l'air neuf qui vient de l'extérieur. Une amélioration de ce système, c'est ce qu'on appelle la ventilation mécanique double flux, c'est-à-dire que l'air chaud de la maison, l'air qui a été réchauffé par le chauffage, avant de partir réchauffer les petits oiseaux, le tube est mis en contact avec le tube d'air frais qui vient de l'extérieur et lui donne une partie de ses calories avant de s'échapper à l'extérieur. Donc finalement, un air frais qui est à 7 degrés à l'extérieur, vous le mettez en contact avec le tube d'air chaud, sans les mélanger bien entendu, eh bien vous allez un air qui va arriver à 10-12 degrés dans la maison et c'est autant de calories que vous n'aurez pas à aller chercher dans votre chauffage. Une fois que vous avez emmagasiné cette chaleur, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est se protéger des aspects négatifs du climat. Alors là, on a différentes approches aussi. La première, qui là aussi existait il y a encore pas si longtemps, c'est d'utiliser la nature autour de nous.
de savoir bien s'implanter en bas d'une colline, savoir utiliser la végétation, les feuilles caduques pour pouvoir bénéficier de la chaleur l'hiver et s'en protéger l'été, etc. Le premier principe de la végétation, on le voit sur ce schéma. Vous avez un arbre à feuilles caduques qui, l'été, est plein de feuilles, donc il protège la maison du soleil. Il lui apporte de la fraîcheur avec l'ombre et aussi avec sa propre transpiration. Et par contre, l'hiver, il va perdre ses feuilles et le soleil va pouvoir réchauffer la maison. C'est encore une fois ce que l'on savait faire il y a encore un siècle. C'est ce que font encore quelques architectes, alors ici de manière très poétique, mais à voir si ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, c'est un très très beau projet qui a été fait dans le bassin d'Arcachon, où les architectes, c'est encore Lacaton et Vassal, ont dessiné une maison qui a été construite dans les arbres. En fait, les arbres passent à travers la maison. Je ne sais pas comment s'est comportée exactement cette toiture au moment des grandes tempêtes, mais c'est quand même un très belle traduction architecturale, même si évidemment c'est assez difficile à reproduire partout. Donc on a évoqué l'emplacement de l'isolant, mais une autre manière de lutter contre la chaleur, c'est ce qu'on utilise notamment dans les constructions en bois. On le voit avec l'exemple en haut, c'est qu'on crée un bardage au devant du mur avec un vide à l'arrière. Et en fait, la chaleur qui va se trouver derrière le bardage va s'évacuer tout simplement par une réaction toute simple qui est que la chaleur monte. Et donc, si en haut, vous avez créé aussi une ouverture, et bien finalement, il va y avoir une ventilation qui va se trouver derrière le bardage et qui va rafraîchir le mur. Autre point très important, c'est évidemment le choix des matériaux d'isolation. Ici, on voit de la laine de bois. Et quand on prend ici, vous voyez ce petit tableau, il vous montre que quand on choisit un isolant, il faut réfléchir à l'isolation d'hiver, qui est la seule dont on tient compte malheureusement aujourd'hui, et de l'isolation d'été. Et si on prend de la laine de bois, on voit que pour avoir un bon déphasage, c'est-à-dire pour empêcher le soleil de finir par pénétrer dans la maison, on a besoin de 20 cm l'été et on a besoin de 23 cm l'hiver. Et par contre, si on utilise de la laine de verre, qui est l'isolant le plus utilisé en France, on a besoin de 18 cm l'hiver. Bon, aujourd'hui, on met beaucoup plus parce que ça, c'est un tableau qui a quand même quelques années. Et pour avoir un bon confort d'été, il faut 78 cm de laine de verre. Ce que personne ne met jamais. L'habitude, c'était de mettre 20 cm. Aujourd'hui, on met 30 à 35. Donc, même avec 35 cm de laine de verre, vous aurez un mauvais confort d'été, tout simplement parce que le soleil va rapidement passer à travers la laine de verre et réchauffer la maison. Donc là aussi, le choix des isolants est extrêmement important. Et finalement, les isolants biosourcés, comme la ouate de cellulose, comme la laine de bois par exemple, sont relativement efficaces à la fois l'hiver et l'été. La paille est un excellent isolant d'hiver et d'été. Et la paille, elle touche à un autre sujet important, c'est quand on choisit un isolant, un matériau de construction, etc., tenir compte aussi de ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie dont on a besoin pour fabriquer cet isolant, pour extraire l'argile, pour faire le parpaing, etc., pour extraire pour concevoir des châssis en aluminium, en PVC, enfin tous ces éléments-là, en tenir compte. Et on voit ici sur ce tableau des isolations que l'énergie grise la plus faible, évidemment, c'est celle de la botte de paille, parce que la botte de paille, c'est finalement un résidu que l'on va prendre dans un champ et que l'on va mettre dans une construction. Et l'isolant qui a l'énergie grise la plus forte, ça n'est pas une surprise, c'est le polystyrène parce qu'il est directement dépendant du pétrole et il est directement issu du pétrole. Alors on pourrait dire, ah mais oui, mais la botte de paille, si on n'utilise que de la botte de paille, les animaux n'auront plus rien à manger. Mais en fait, si du jour au lendemain, on n'utilisait que de la paille pour isoler toute construction nouvelle, on consommerait à peu près entre 5 et 10% de la paille disponible en France. Alors, en toiture, dans notre département, donc on a essentiellement des toitures en tuiles avec des très faibles pentes, c'est-à-dire d'excellents radiateurs d'été. Et par contre, on a des modes constructifs qui permettent d'isoler de manière relativement simple. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des combles perdus. Vous avez une toiture à deux pentes et vous avez un plafond plat et il y a un vide entre ce plafond et la toiture.
Et finalement, dans ce comble perdu, on peut rajouter par exemple de la ouate de cellulose que l'on projette avec un gros tuyau et de l'air en souffle. Et quand on met une très forte épaisseur, 35-40 cm, c'est relativement efficace à la fois l'hiver et l'été. Une autre manière de s'isoler, alors là, c'est une très belle traduction architecturale qui a été faite par Puig et Pujol en 2010, c'est d'isoler avec une toiture végétalisée. Alors là, on a carrément fait monter la prairie sur la toiture, ce qui n'est pas toujours possible, bien entendu, mais on voit sur ce graphisme que l'isolation avec déjà 10 cm d'isolant, ce qui est quand même pas beaucoup, est très très efficace pour lutter contre la chaleur d'été. On le voit, c'est le graphisme vert à comparer d'une toiture non végétalisée que l'on voit en noir. Alors ça peut participer aussi, on peut participer aussi avec les murs en créant des murs végétaux, bon, ce qui est techniquement quand même assez compliqué, notamment dans l'architecture d'aujourd'hui, mais enfin, on voit que ça peut fonctionner, ici au Quai Branly. Et ici, on voit que finalement, ça existait il y a bien longtemps, ici dans un exemple d'une très belle maison médiévale. Autre sujet sur lequel on peut travailler aussi, c'est le sol. La manière dont on construit le plus souvent, aujourd'hui, c'est qu'on crée ce qu'on appelle un vide sanitaire, ce qui est très pratique parce que ça permet dessous de faire passer toute la tuyauterie, etc. Mais le problème, c'est que ce vide sanitaire n'est plus en contact avec le sol et du coup, la fraîcheur que le sol peut lui apporter l'été n'existe plus. Alors que quand on construisait en contact direct avec le sol, on pouvait bénéficier de la fraîcheur de ce sol l'été. Mais par contre, évidemment, on avait aussi la fraîcheur du sol l'hiver. Donc, une manière d'arriver à résoudre ces deux oppositions, c'est d'utiliser des matériaux comme par exemple ici du verre cellulaire qu'on voit là, que l'on peut utiliser notamment dans le bâti ancien, qui permet de faire ce qu'on appelle un hérisson et sur lequel on va poser une dalle. Dans le bâti ancien, évidemment qu'il faut toujours utiliser des dalles à base de chaux qui permettent d'avoir ce qu'on appelle la respiration du sol pour éviter d'avoir des remontées d'humidité ensuite dans les murs qu'on n'arrive plus à contrôler. Pour se protéger du soleil, il y a des éléments architecturaux très simples qui existent depuis très longtemps, ce sont les volets. Et les volets, malheureusement, ils ont tendance à disparaître alors qu'ils permettaient en plus de faire des réglages en fonction de la journée, en fonction de la saison. Et contrairement à ce que l'on dit, les volets ont souvent disparu parce qu'on dit les volets, c'est du bois, c'est difficile à entretenir. Eh bien, on a montré récemment dans un village que finalement, en utilisant des peintures, en évitant les peintures pétrochimiques, les lasures, qui nécessitent de repeindre tous les 2 ans, etc., en utilisant des peintures, par exemple, à base d'ocre, que l'on peut fabriquer soi-même, eh bien, on a des peintures qui durent une dizaine d'années. Au bout de 10 ans, on passe juste une petite brosse et on remet une couche et c'est reparti pour 10 ans. En plus, c'est très agréable à passer, etc. Donc, l'argument de l'entretien est finalement un faux argument qui vient des modèles de peinture que l'on utilise aujourd'hui. Autre élément pour se protéger de la chaleur, ce sont les stores. Mais contrairement à ce qu'on imagine, les stores intérieurs ne participent pas du tout à la protection solaire. Pourquoi? Parce que le store intérieur, comme on le voit sur le dessin du bas, en fait, il crée un effet de serre, c'est-à-dire que vous avez la chaleur qui rentre, qui se trouve entre le store et le vitrage et qui, finalement, une fois qu'elle est entrée, va réchauffer l'espace intérieur. Le store, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il se trouve à l'extérieur et qu'ainsi, y mettre le vitrage à l'ombre. Et on pourrait se dire, ah mais oui, mais si on met un store, du coup, on ne va plus rien voir à l'intérieur. Mais si on voit cet exemple de la Maison de l'Architecture et de l'Environnement de l'Aude, où on voit ce grand châssis en plein est qui recevait beaucoup de chaleur l'été, donc un store a été ajouté. Et vous voyez à gauche, store relevé, à droite, store baissé. Donc vous voyez bien qu'il y a une petite pénombre, mais qui est relativement faible. Et par contre, l'impact est extrêmement important quant au confort d'été. Une autre manière de se protéger, qui est vraiment une réponse architecturale, c'est évidemment
les avancées de toiture, comme on le voit ici dans la Robbie House, donc une très célèbre maison dessinée par Frank Lloyd Wright aux États-Unis au début des années 1900. Mais ces débords de toiture ne fonctionnent pas sur toutes les orientations du bâti. En fait, ils ne fonctionnent, on le voit sur le graphisme qui se trouve à droite, qu'entre le sud-sud-est et le sud-sud-ouest. Pourquoi ils ne fonctionnent pas dans les autres orientations? Tout simplement parce que le soleil démarre sa journée en saison chaude bas, évidemment, et il finit sa journée plein ouest, nord-nord-ouest, très bas aussi. Donc, en fait, il passe sous les casquettes et il va surchauffer les bâtiments. Donc, si vous voyez dans la rue de l'architecture avec des brises-soleil horizontaux, des casquettes à l'est ou à l'ouest, c'est que de l'esthétique et ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez tout de suite faire une économie et les supprimer. On voit ici un exemple des années 1930 qui montre que l'architecture moderne pouvait apporter des réponses singulières et très efficaces, ici avec une marquise que l'on voit en toile qui protégeait la terrasse et protégeait la maison. Et en fait, cette toile, on l'a roulée dans l'hiver pour pouvoir réchauffer la maison. On voit l'invention de ce que Le Corbusier appelle les brises-soleil. Donc, il invente après-guerre, puisqu'avant-guerre, il ne se soucie pas du tout de ce problème. Ici, pour le seul projet qu'il ait fait aux États-Unis, donc le Carpenter Visual Art Center, qui se trouve à Boston. Et vous voyez des murs qui se trouvent inclinés devant les châssis pour répondre justement à des problèmes d'entrée de soleil dans des orientations qui ne sont pas au sud. Ici, c'est plein est. Donc, comment arriver à se protéger du soleil? Donc, les volets, on en a déjà parlé. Les volets ont différentes techniques possibles. On voit ici les volets à persiennes qu'on trouvait évidemment en Italie et dans le sud-est de la France, qu'on retrouve aussi dans l'architecture moderne et qu'on retrouve aussi de manière avec un dessin beaucoup plus contemporain ici, sous forme de glissière. Et ça fonctionne aussi très, très bien parce que ça permet de faire tous les réglages possibles en fonction de l'orientation de la journée, si on est en train de travailler, si on est en train de déjeuner, etc. C'est relativement efficace et ça fonctionne sur toutes les orientations. Ça peut être utilisé de manière plus simple avec ces systèmes qui permettent de rentrer, de se déployer ou de rentrer comme un volet roulant dans la journée quand on n'en a vraiment pas besoin. Et une autre manière donc de savoir se protéger quand on est orienté est ou ouest, c'est d'avoir des lames verticales qui combattent les entrées solaires. Une autre manière, une autre traduction architecturale de la protection solaire, finalement, c'est avec un matériau qui existe aussi depuis très très longtemps, c'est le canis. Et on voit ici l'exemple de la maison que Jacques Ferrier a dessinée pour lui-même à Limoux. Et donc, il a réinterprété de manière contemporaine le canis qui remplace de temps en temps et qui lui permet de se protéger à la fois du soleil et à la fois du vent et de la vue. Alors, une autre manière de se protéger qui est assez poétique, que l'on trouve maintenant de plus en plus dans les villes de France et qui a été inventée à Aurillac, qui est la capitale du parapluie parce qu'il y pleut quand même beaucoup. Donc, c'est cette idée d'utiliser des parapluies déployés dans la rue. Et c'est cette même idée qui avait construit Jourda et Pérodin pour leur propre maison en 1987 à Vèze, donc dans la banlieue de Lyon, à faire une maison parasol, parapluie, donc une espèce de grande structure qui permettait de protéger la maison et d'éviter les surchauffes et et de permettre une ventilation dessous qui permettait d'éviter que la chaleur s'accumule. Une autre manière de lutter contre la chaleur, c'est la ventilation naturelle. Alors, pour avoir une bonne ventilation naturelle, là encore, il faut bien connaître le climat. Donc, les systèmes, les orientations des ventilations naturelles ne sont pas les mêmes si on construit à Arles, si on construit à Albi, etc. Donc, connaître les roses des vents et aussi implanter les ouvertures différemment en fonction de ce que l'on souhaite. Le principe d'une ventilation naturelle, c'est une pression-dépression, et on voit dans le schéma qui est en haut à gauche que si on crée des ouvertures uniquement dans des zones de surpression, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut étudier, ce n'est pas quelque chose qui se décide de manière aussi simple qu'on peut l'imaginer, mais par contre, ça fonctionne très bien.
On voit ici un exemple d'une construction de Le Corbusier, son fameux cabanon en bord de mer à Roquebrune-Cap-Martin, dans lequel il avait créé une ventilation transversale. Donc, vous voyez du bas à droite, en haut à gauche. Donc, on avait une ventilation qui traversait le volume et qui était relativement efficace, avec des petites lames qui s'ouvraient. On le voit ici à gauche, petite lame en bois qui s'ouvrait avec une moustiquaire devant pour empêcher les moustiques de rentrer et qui permettait de ventiler son petit cabanon, mais il l'a utilisé dans toute son architecture. Et c'est finalement quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui. On voit ici avec un grand fabricant de châssis vitrés qui dit qu'il a une grande nouveauté à proposer. Ce sont ces petites lames de ventilation qui finalement étaient déjà présentes dans les projets de Corbusier à partir des années 1950. Évidemment que la question des moustiquaires est extrêmement importante. On l'a vu avec les problèmes notamment des moustiques tigres, et c'est quelque chose qui existait notamment dans l'Hérault, dans notre département, qui a tendance à disparaître. On voyait avec ces systèmes de moustiquaires à guillotine, et c'est bien dommage parce qu'on va être obligé d'en remettre assez rapidement, et ça disparaît notamment quand on remplace les volets par des volets roulants qui ont le défaut, la plupart du temps, sauf quand on arrive quand ce sont des modèles qui sont à débattement comme ici, qui ne permettent pas de lutter contre la chaleur, parce que la seule manière de lutter contre la chaleur, c'est de les fermer complètement, et du coup, on est dans le noir. Autre manière de lutter contre la chaleur, c'est les systèmes de ventilateurs en plafond. Ça marche relativement bien, ça marche d'autant mieux que le plafond est haut, mais ça marche relativement bien. Et ça permet aussi, l'hiver, il y a des modèles que l'on peut inverser et ça fait en fait redescendre la chaleur. Autre système dont on peut vous parler, puisqu'on en a équipé une partie du CAUE, on voit ici nos locaux du centre de ressources qui avaient des gros problèmes de surchauffe d'été, malgré les protections solaires. En fait, on a ajouté un système de surventilation nocturne parce que c'est le lieu de centre de ressources, donc où il y a beaucoup de papier et le papier emmagasine énormément et très facilement la chaleur. Donc, il fallait absolument lutter contre ça. Donc, on a rajouté des protections solaires qui n'existaient pas en partie haute et on a rajouté un système de ventilateur très puissant avec une arrivée d'air frais dans la façade. On le voit à gauche, vous voyez le châssis qui est dessiné en vert et une extraction en haut à droite, donc les lames de ventilation qu'on voit en vert aussi. Donc, vous avez un très gros moteur qui va capter l'air chaud qui se trouve en partie haute du volume et qui va le faire sortir la nuit. Et le même système ouvre automatiquement cette petite fenêtre à partir du moment où la température extérieure devient plus basse que la température intérieure. Le moteur se met en marche et on crée une ventilation naturelle. Donc voilà le moteur qui n'est pas très discret, mais nous, on a une esthétique un peu industrielle, donc on a souhaité le laisser esthétiquement visible. Et on voit les courbes de température et on voit que c'est extrêmement efficace. On avait, nous, quelques doutes. On se disait, dans la théorie, ça va marcher, mais dans la pratique, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne très bien. Ça a mis un peu de temps parce que quand on l'a mis en route, c'était déjà le début de l'été et les livres s'étaient chargés en chaleur. Mais on peut vous dire que ça fonctionne relativement bien. Autre élément qui participe, on en a déjà parlé, le puits canadien qu'on appelle le puits provençal l'été, puisqu'il était utilisé en Provence uniquement pour la fraîcheur d'été. Donc, c'est le fait de faire rentrer l'air frais, qui renouvelle l'air intérieur, et de lui faire parcourir une certaine distance sous terre pour qu'il se rafraîchisse avec la fraîcheur de la terre et qu'ensuite il rentre à l'intérieur de la maison. Autre manière de se protéger, alors là c'est un petit peu technique, mais comme c'est dans l'Hérault, c'est donc la gare Saint-Roch à Montpellier, c'est d'utiliser des pulvérisateurs de gouttelettes d'eau. On les voit ici en route et ça fonctionne relativement bien. Ici, on est dans un très grand volume, une grande nef, donc c'était quand même assez compliqué d'arriver à apporter de la fraîcheur. Et donc, très régulièrement, en fonction de la température, vous avez des diffuseurs de gouttelettes et ça participe à donner une sensation de fraîcheur.
Dernier point quand même, donc là on a vu toutes les techniques qui permettent de vivre et construire avec le climat, mais quand même une manière très vertueuse en tout cas de préserver le climat, avant de construire du neuf, c'est de savoir vivre avec l'existant et de savoir rénover l'existant. Parce que dès qu'on construit du neuf, vous l'avez compris, on va consommer de la terre agricole, on va utiliser des matériaux nouveaux, on va dépenser de l'énergie pour fabriquer ces matériaux, pour les mettre en œuvre, etc. On peut créer de la pollution, alors que finalement, on a énormément de bâtis existants qui parfois est abandonné, et ce bâti existant, outre le fait qu'il a une faible énergie grise puisqu'il existe déjà, il a de très grandes qualités, souvent, notamment le bâti très ancien, par rapport au confort d'été. Et là, je vous montre un exemple rapide. C'est un bâtiment qui se trouve à Auch, un bâti ancien qui a été racheté par un bureau d'études thermiques, donc le bureau Adenda, qui connaît bien son métier, bien entendu, et qui a démontré, voilà le bâti existant avant sa rénovation, et qui a démontré qu'en fait, on pouvait rénover du bâti ancien et en faire du bâti à énergie positive, c'est-à-dire qu'il fabrique plus d'énergie qu'il n'en consomme, et ça sans isoler les murs, parce qu'il a considéré que d'abord la fraîcheur de l'été était extrêmement importante à conserver, et que finalement, si on isolait énormément le toit, ce qu'on a déjà vu, et eh bien, et qu'on avait des châssis vitrés qui étaient de très grande efficacité, qu'on savait bien se protéger, etc., on arrivait à faire un bâtiment à énergie positive sans avoir à isoler les murs. Parce que isoler les murs dans du bâti ancien de grande qualité par l'extérieur, ben, on dénature l'architecture. Et par l'intérieur, on l'a vu, on crée de l'inconfort d'été. Ils ont utilisé beaucoup de murs intérieurs avec de la terre crue qui participe là aussi au confort d'été parce qu'elle emmagasine l'humidité qu'elle restitue et pareil, elle emmagasine la fraîcheur la nuit quand on surventile et elle la restitue dans la journée. On voit ici les travaux. Et pourquoi il y a énergie positive? Parce qu'ils ont ajouté un petit préau qui fabrique de l'électricité avec des capteurs solaires photovoltaïques qui met les voitures à l'ombre en même temps. Et cette électricité est directement utilisée pour tous les ordinateurs, etc., pour l'électricité dans la construction. Il faut se dire aussi que la rénovation, ça peut être un vrai sujet d'architecture. On voit ici une construction des années 60-70, vous la voyez, avant sa rénovation, et ici, on a du mal à le croire, mais c'est bien la même maison qui a été isolée par l'extérieur, avec une vêture bois, et donc vous voyez, c'est un vrai projet architectural finalement avec une maison existante. Mais évidemment, travailler sur l'existant, c'est travailler aussi sur la ville parce qu'on habite de plus en plus en ville. Ça a quand même des grandes qualités d'habiter en ville parce qu'on partage beaucoup de choses, on partage les transports, on partage, on se rencontre, etc. Voilà, ça, c'est quand même une manière aussi de vivre que l'on comprend, même si la ville, la surdensité des mégalopoles et des métropoles pose question aujourd'hui. Mais on voit ici un exemple qu'on aime beaucoup qui se trouve à Saintes, où il y a un projet en fait où on est venu apporter une nouvelle densité à l'intérieur d'un îlot, tout en préservant des espaces extérieurs, parce qu'évidemment, ce qui manque beaucoup, et là on le vit de manière très très forte avec les confinements, c'est la qualité des espaces extérieurs disponibles. Donc ici, il a été construit des maisons en bande, on les voit avec des patios, et la qualité a été tenue aussi dans les espaces collectifs, ici avec des venelles qui permettent de traverser cet îlot, qui sont des venelles plantées et qui amènent une très grande qualité. Autre point très important, c'est d'utiliser la ressource locale. La ressource locale, ce n'est pas seulement quand on mange, c'est aussi quand on construit et quand on rénove. Et un exemple très intéressant, c'est ici le projet qu'a réalisé Simon Tessou, qui est en fait à la fois son atelier d'architecture et son délogement, dont le sien, qui se trouve proche d'Aurillac, dans un petit village, le village du Rouget. Et il a fait le choix, contre l'avis des élus, qui lui proposaient un terrain à l'extérieur du village, d'utiliser un délaissé, ce qu'on appelle une dent creuse, à l'intérieur du village,
qui était en plus à double orientation, pour y construire et pour amener de la vie et préserver la vie dans le village, pour éviter qu'on participe à la désertification des villages. Et donc, vous voyez ici le projet qui s'inscrit entre deux rues, et il a essayé de n'utiliser que des matériaux qui viennent de relativement proches par rapport au département. Donc, vous voyez, il a fait travailler scierie, menuiserie, etc. Il a utilisé essentiellement du bois. Il a utilisé finalement le bon matériau au bon endroit. Il a utilisé un peu de béton, mais juste aux endroits les plus techniques et qui nécessitent du béton. Beaucoup de bois, de l'acier, etc. Le bois, il est issu d'une forêt familiale. Donc, alors là, c'est l'hyper vertueux qu'il a fait ensuite découper dans une scierie qui était relativement proche. Finalement, il explique qu'il va chercher les points rares un petit peu loin. Évidemment, ce châssis, il ne vient pas d'ici, mais qu'il faut concentrer en fait le maximum de mettre le bon matériau au bon endroit, la rareté là où elle doit être, et pour tout le reste, utiliser le plus possible des matériaux locaux. Et on voit en plus la qualité que ça produit dans l'architecture, ici avec son atelier, où ils ont absolument tout dessiné. Autre point important, c'est justement quand on parle des matériaux locaux, c'est la raréfaction du sable. Parce que le sable qui entre notamment dans la composition du béton armé, qui est énormément utilisé, eh bien, il se fait de plus en plus rare. Donc là aussi, la raréfaction du sable, elle incite à utiliser ce qui existe beaucoup plus que de créer des constructions nouvelles. Autre projet très intéressant et illustrant pour montrer qu'on peut utiliser la ressource locale, même si ce n'est pas toujours facile. Ici, pour ceux qui le connaissent, on reconnaît le Mont Ventoux, qui était réputé pour avoir, alors qui est réputé, lui, notamment pour la course automobile ou pour la course cycliste, mais qui est réputé pour avoir une végétation de pins qui sont très difficiles à utiliser, voire impossibles à utiliser en architecture parce qu'ils ont beaucoup de nœuds et ils sont très compliqués à scier, etc. Et finalement, il y a un projet qui a été réalisé d'une salle polyvalente au pied du Mont Ventoux avec la ressource du Mont Ventoux, tout simplement parce que l'ingénieur, donc Olivier Gaujard, l'ingénieur bois, est en plus un ancien scieur. Et en fait, avec l'architecte, ils ont adapté l'architecture aux matériaux et non pas le matériau à l'architecture. Et ils ont réussi à faire une architecture et un mode d'exploitation du bois qui permettent de faire une construction en bois dans laquelle il y a beaucoup de nœuds, on le voit très bien sur cette photo, mais qui fonctionne très bien. L'isolation a été faite avec de la paille, avec des caissons qui ont été préfabriqués dans l'entreprise et qui ensuite ont été apportés sur place. Et vous voyez là encore la qualité des espaces intérieurs que ça produit. Et à l'extérieur, ils ont fait une double peau, alors avec une échelle qui est très différente de celle des bardages des maisons individuelles, mais le principe est le même. On protège la façade du surensoleillement et on crée un système de courant d'air derrière la façade pour évacuer la chaleur. Un autre lieu dans lequel on devrait trouver cette approche finalement de bon sens du bioclimatisme, c'est aussi l'urbanisme. Parce qu'on le voit ici, pour le PLU bioclimatique d'Agen, on pourrait tout à fait, et ça devrait être normalement le cas partout, choisir les terrains d'extension des villes en fonction justement de leur qualité d'orientation, de protection au vent, etc., beaucoup plus que parce que c'est un terrain à vendre, parce qu'il n'est pas cher, parce que le propriétaire est vendeur, etc. Et en fait, la plupart du temps, c'est l'opportunité foncière qui fait acheter, alors que ça devrait être les qualités de ces terrains qui devraient les faire acheter ou ne pas être achetés. Et en fait, cet urbanisme bioclimatique, donc il existe, on voit ici l'exemple de l'agglomération d'Agen, c'est exactement le même principe que dans la construction d'une maison individuelle. On se dit le vent d'autant, le vent sud, il arrive et il réchauffe énormément la ville. Eh bien, on va préserver. On voit ici les très grosses différences de température entre le centre-ville, 39 degrés,
et l'extérieur de la ville, eh bien, on va préserver la végétation haute, on va préserver les zones humides à l'est de la ville pour que le vent chaud se rafraîchisse un petit peu avant d'arriver en ville. Donc on voit bien que ce sont exactement les mêmes principes. On va privilégier l'utilisation de l'eau pluviale et son déplacement dans la ville pour pouvoir rafraîchir la ville. Et la question de ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, elle n'est vraiment pas neutre et elle devient un très gros sujet. Donc c'est vrai que l'utilisation de l'eau dans la ville, c'est un sujet important qui a beaucoup existé par le passé et qu'il faut remettre au goût du jour. Bien sûr, la végétation dans la ville, c'est quelque chose de très important aussi et qui participe là aussi à la qualité et au confort d'été et aussi participe à lutter contre le réchauffement climatique puisque les arbres stockent du CO2. C'est l'exemple que l'on vient de voir à Bordeaux, c'est l'exemple de ce qui va arriver à Montpellier, et c'est quelque chose qu'on devrait normalement devoir retrouver dans un lieu extrêmement important dans notre vie, qui est la cour d'école, dans laquelle on va passer toute notre enfance, dans laquelle on va former les futurs adultes, et on y travaille actuellement, notamment parce qu'il y a un vrai courant qui a émergé notamment avec le confinement pour appeler à la débitumisation et la revégétalisation des cours d'école, parce que c'est vrai que beaucoup de cours d'école aujourd'hui sont finalement pas plus agréables que des parkings de supermarchés. Et on voit ici un exemple d'une cour d'école qui a été rénovée. On est très heureux, en tout cas, l'article montre qu'ils sont très heureux, que les élus sont très heureux de, d'avoir rénové cette école avec du goudron. Et la petite description de la photo dit: les travaux se sont déroulés sous une chaleur accablante. Évidemment, quand on fait du goudron, c'est sûr que ça apporte énormément de chaleur. Le goudron va stocker la chaleur, va redonner la chaleur dans la journée par réverbération à l'intérieur des classes. Et c'est évidemment, ça crée des espaces extérieurs qui sont insupportables, outre le fait que ça privilégie en plus les jeux de garçons par rapport aux jeux des filles. Et le gros problème, c'est que ça ne permet pas l'infiltration de l'eau et donc la recharge des nappes phréatiques. Si on regarde ce qui se fait à l'étranger, on voit par exemple au Canada et au Québec des cours d'école qui ont été complètement transformés. On le voit ici, c'est vraiment une cour d'école. Et c'est devenu au Québec aussi un sujet premier de renaturer les cours d'école, et avec tous les avantages que ça procure, la concentration pour les élèves, etc. Enfin, ça n'apporte que des qualités de pouvoir renaturer les cours d'école et peut-être aussi de faire prendre conscience aux élèves que la nature, c'est ça, et que la nature, il faut savoir la préserver. Et si la nature, elle n'est représentée que par quelques arbres pas toujours bien taillés et que par du goudron qui vient lécher les racines, on n'est pas sûr que ça permette aux jeunes enfants de prendre conscience que le monde vivant est notre avenir. Autre point, et j'en finirai par là, autre point important, on a parlé de l'existant, c'est l'économie circulaire, l'idée de réutiliser, le réemploi, réutiliser ce qui existe. Alors il y a le bâti, mais il y a aussi tout ce qui permet la construction du bâti. Donc comment utiliser les déchets du bâti quand on sait que les déchets du bâti en France, c'est 70% du volume des déchets produits annuellement, alors que les déchets de notre quotidien, qu'on pourrait imaginer très importants, c'est très important, mais c'est 10% du déchet. Donc finalement, c'est très peu. Enfin, c'est beaucoup trop, mais c'est très peu par rapport à une vraie source d'amélioration qui sont les déchets de la construction. On voit ici l'exemple du pavillon circulaire qui avait été créé dans le cadre de la COP 21, qui est un exemple très intéressant. Alors, bien sûr, c'est un pavillon, donc c'est une vie temporaire. Et en fait, ils ont utilisé des ressources qu'ils ont trouvées dans tout Paris. Donc, des portes palières qui avaient été démontées pour être remplacées dans des logements sociaux, de la laine de roche
d'une toiture d'un centre commercial qui avait fait l'objet d'un sinistre et d'assurance. Donc, comme d'habitude, on avait tout remplacé. Donc, il y avait cette laine de roche en bon état inutilisée, des caillebotis de Paris-Plage, etc. Je passe assez vite. Et donc, tous ces éléments ont servi à construire un nouveau bâtiment et en plus à trouver une nouvelle traduction architecturale pour utiliser tout ça. Ça a été fait en très grande partie, en plus en régie, par les équipes de Paris. Et ça a eu énormément de succès. Et ensuite, on a trouvé une nouvelle utilisation pour ce pavillon. Voilà, donc le réemploi, c'est quelque chose qui commence à se développer. Il faut que ça se développe de plus en plus. Et on voit que ça se développe quand même petit à petit en France, mais que pour l'instant, il reste encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Mais dans le département, il y a quand même déjà des projets qui sont en cours. On peut retrouver ce même principe de l'économie circulaire dans l'urbanisme, notamment avec un projet qui s'appelle EQ, sur lequel on travaille nous aussi, enfin qu'on utilise, hein, c'est pas nous qui l'avons créé. Mais évidemment, la seule manière d'y arriver, c'est de faire tous ensemble. Et vous pouvez vous adresser au CAUE à la fois pour disposer de cette exposition et aussi pour bénéficier de conseils gratuits pour vous aider à mettre en œuvre toutes ces idées. Voilà, je vous remercie.